Delatte. Christophe Delatte. Voici l'histoire de Colleen Stan, une jeune américaine de 20 ans qui, dans les années 70 et au début des années 80 en Californie, s'est retrouvée prisonnière pendant plus de 7 ans de l'un des pires psychopathes de l'histoire des États-Unis. Je vous préviens, cette histoire n'a rien à faire dans des oreilles trop jeunes ou trop fragiles. Pour le débrief tout à l'heure, une psychiatre, bien sûr, le docteur Diane Samama, qui est une spécialiste du stress post-traumatique. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Delatte. Cette histoire débute en 1977 dans l'Oregon, aux États-Unis. 1977, on est dans les années hippies. Et dans ces années-là, quand on veut aller d'un point A à un point B, eh bien on fait du stop. C'est cool, le stop. D'abord, c'est gratos, et puis ça permet de faire des rencontres. Colleen Stan, n'aurait jamais dû faire de stop ce 19 mai 1977. Elle n'aurait pas dû tendre le pouce pour aller à cette fucking fête d'anniversaire à Westwood, en Californie. Elle n'aurait pas dû. Et elle l'a fait. Et sa vie a basculé. Colleen a 20 ans. Et pour aller à l'anniversaire de son pote, elle a 600 km à faire, le pouce en l'air. 600 km, elle se dit c'est rien. Et au début, le destin lui donne raison. Sur l'autoroute numéro 5, elle lève le pouce une fois. Et quelques heures plus tard, la voilà à Red Bluff, en Californie. Bien joué, Colleen. Il ne te reste plus que 150 km pour atteindre Westwood. Elle remonte à pied la bretelle qui rejoint l'autoroute 36 qui va vers l'est. Le soleil tape fort, il fait une chaleur de gueux. Alors elle va se mettre à l'ombre, sous un pont, et elle tond le pouce. Quelques minutes plus tard, une voiture s'arrête. À bord, des jeunes mecs. « Allez, viens, on t'amène où tu veux. » Une bande de mecs. Colleen n'a pas trop confiance. « Merci, c'est gentil, mais je vais attendre encore un peu. » Ça fait une demi-heure que Colleen est là, sur le bord de l'autoroute, à attendre. Et voilà qu'un petit Dodge bleu s'arrête devant elle. « Salut. Salut. » C'est un couple. L'homme est au volant et la femme sur le siège passager tient un bébé de quelques mois dans les bras. Un papa, une maman, un bébé, c'est rassurant, non? Tu vas où? Je vais à Westwood. Ah, à Westwood, ça tombe bien, on y va aussi. Allez, monte. Et voilà Colleen sur le siège arrière du Dodge bleu. Au début, ça va. Elle se dit, j'arrive au bout de mon périple, c'est cool. Et puis les kilomètres défilant, elle commence à se sentir mal. Le conducteur n'arrête pas de la regarder dans le rétroviseur. Pourquoi il me regarde, lui? C'est gênant. Mais bon, ces gens vont à Westwood. C'est là que je vais. Alors? Tu t'appelles comment? Colleen. T'as quel âge? J'ai 20 ans. Colleen répond poliment. Mais en retour, elle ne pose aucune question. Elle ne les sent pas, ces deux-là. Elle ne les sent pas du tout. Le conducteur vient de s'arrêter dans une station-service pour faire le plein. Colleen en profite pour aller aux toilettes. Elle est en train de se laver les mains au lavabo quand elle entend une voix qui lui dit « Saute par la fenêtre, Colleen. Saute par la fenêtre et cours. Regarde pas en arrière. Cours. » Elle se retourne. Personne. Elle se dit, j'entends des voix. La voix de la raison, sans doute. Et si elle avait raison, cette petite voix, Colleen? S'il fallait vraiment que tu sautes par la fenêtre et que tu t'enfuis, que tu oublies ces gens. Mais non, c'est idiot, ils vont à Westwood. Et donc, Colleen retourne s'asseoir dans le Dodge. Tiens, sur le siège arrière, à côté d'elle, il y a maintenant une boîte en bois. Elle n'était pas là avant, cette boîte? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont mise là? Trop tard pour se poser des questions. Les voilà repartis. Hé, Colleen, c'est ça? Colleen, on va visiter des grottes de glace.
Ça te dit de venir avec nous? Ouais, pourquoi pas? Des grottes de glace par cette chaleur, ça va être cool. Le Dodge s'engage sur une route qui va vers les montagnes. Et c'est bizarre, il n'y a pas un panneau sur le bord de la route qui indique ces fichues grottes de glace. Le Dodge roule à présent en pleine forêt. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont croisé personne. Et soudain, le conducteur arrête la voiture. Aucune grotte alentour. Toujours pas le moindre panneau. Le type descend. Et la femme aussi. Et quelques minutes plus tard, la voilà en train de se baigner avec son bébé dans un ruisseau qui borde la route. Colline, elle, n'a pas bougé. Elle est toujours assise sur le siège arrière du Dodge. Et c'est maintenant que ça dérape. Le type déboule à l'arrière avec un grand couteau dans la main. Il le lui colle sous la gorge, et puis il attrape ses mains et il les lui menotte dans le dos. Tu vas faire ce que je te dis? Oui. Et là, le type attrape une sorte de cagoule en cuir et il la lui colle sur la tête. Colline ne voit plus rien. Elle ne peut plus parler. Elle peut à peine respirer. Allonge-toi sur le siège. Allonge-toi sur le siège, je te dis. Et là, Colline comprend à quoi sert la boîte en bois posée à côté d'elle. Et elle comprend aussi qu'elle a affaire à un sacré tordu. Parce que cette boîte, c'est une boîte à tête. Une boîte avec un grand trou pour laisser passer le coup. Et puis c'est tout. Le type lui colle la tête à l'intérieur de la boîte. Et il la referme. Ça plus la cagoule. Colline a maintenant du mal à respirer. Et puis, la femme et le bébé reviennent. Et la femme ne dit rien. Elle ne s'étonne de rien. Elle s'assoit pépère sur le siège passager. Et la voiture démarre. Ça n'est pas sur un tordu qu'elle est tombée, mais sur un couple de tordus. Et encore, elle n'a rien vu de ce qu'il lui réserve. La tête enfermée dans sa boîte, Colline n'a aucune idée de là où il l'emmène. Mais à l'oreille, elle comprend qu'ils sont en ville. Elle entend le Dodge se garer. L'homme vient lui enlever la boîte, mais il lui laisse la cagoule en cuir. Il la sort de la voiture. Il lui fait traverser ce qu'elle pense être un bout de jardin, et puis monter quelques marches. Et les voilà donc dans une maison. Avance! Avance, je te dis! Un escalier. Et les voilà dans un sous-sol. Là, il lui retire les menottes. Et il se met à la déshabiller jusqu'à ce qu'elle soit complètement nue. Est-ce qu'il va la violer? Non. Non, c'est pas le programme. Il lui colle des poignées de cuir et il la suspend au plafond. Et il se met à la fouetter. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et elle voudrait hurler de tout là. Elle a tellement mal. Mais elle a toujours cette fichue cagoule sur la tête. Tais-toi et bouge pas. Et quand les coups de fouet s'arrêtent, par un petit trou dans la cagoule, Colline voit sur le sol en béton une table, et sur la table un magazine avec en couverture une femme nue et attachée. C'est un magazine porno sadomasochiste. Et là, elle entend un drôle de bruit à côté d'elle. Elle essaye de voir par le petit trou. Putain, le type et la bonne femme sont en train de baiser devant elle, à quelques mètres. Mais où est-elle tombée? Qui sont ces gens? Que veulent-ils? Quel sort lui réservent-ils? Si elle savait. Si elle savait. Quand ils ont fini leur petite affaire, il la descend du plafond, il la détache et il lui recolle la boîte à tête. Colline a beaucoup de mal à respirer. Et puis elle comprend qu'il la met dans une grande boîte, en bois, elle aussi, et qu'il lui attache les pieds et les poignets à des anneaux fixés dans la boîte. Et là commence une nuit d'horreur. Le type est parti, et la femme aussi.
Colin se retrouve dans cette boîte au fond de la cave. Les chaînes lui font un mal de chien et avec son masque, elle suffoque. Chaque respiration est un combat. Alors elle se met à prier et elle demande de l'aide à Dieu. Elle ne veut pas mourir. Au petit matin, Colin n'a pas fermé l'œil une minute. Le type vient rouvrir la boîte, il l'allonge sur la table, il lui enchaîne les pieds, il lui remet la boîte à tête. Et voilà, de temps en temps, il vient la torturer. Et puis il repart, et puis il revient. Et les heures passent, et les jours passent. L'enfer. L'enfer en vrai. Dans l'Oregon, les colocataires de Colin commencent à s'inquiéter. 3 jours qu'ils n'ont pas de nouvelles. Et ils savent qu'elle n'est jamais arrivée à l'anniversaire de son pote à Westwood. Alors ils préviennent les parents et ils vont signaler la disparition de Colin à la police. Ça fait maintenant 1 mois que Colin a disparu. Pour l'instant, l'enquête du shérif n'a rien donné. Ses parents et ses amis se disent qu'elle est morte. Ils décident néanmoins de refaire le trajet qui va jusqu'à Westwood. C'est vrai. Que voulez-vous qu'ils trouvent sur le bord de l'autoroute? Disons que ça les occupe. Un soir, ils s'arrêtent dormir dans un motel. Ils sont à quelques mètres de la maison où Colin est retenue prisonnière. Elle est dans la même rue. Mais comment pourraient-ils le savoir? Pendant tout ce temps, Colin a perdu toute notion du temps. Elle ne sait pas quel jour on est, ni quelle heure il est. Il n'y a pas de lumière dans la cave. La seule chose qu'elle comprend, c'est qu'il fait nuit parce qu'il fait frais, et que c'est l'après-midi parce qu'il fait plus chaud. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il surgit de temps en temps, parfois au milieu de la nuit. Bouge pas, et laisse-toi faire. Et il la fouette. Il la fouette comme une bête. Pour varier les plaisirs, il a aussi fabriqué une planche de torture. Couche-toi dessus. Il lui attache les pieds aux 4 coins de la planche avec des chaînes. Et après, il tend les chaînes autant qu'il le peut. Il l'écartèle pour son plaisir. De temps en temps, il lui donne de l'eau et aussi à manger, mais c'est s'il veut et quand il veut. Comme pour aller aux toilettes dans la salle de bain du haut. Le reste du temps, il a conçu une chaise avec un bassin. Il l'a collée dans un coin de la cave et c'est là qu'elle est brillée de faire ses besoins. Devant lui, tant qu'à faire. Au début, elle le supplie. « Mais quand est-ce que vous allez me laisser partir ?»« Bientôt, bientôt. » Et puis, elle finit par ne plus poser de questions. Et les jours défilent. Et les mois passent. Depuis le début, il la menace. Si tu cries, je te coupe les cordes vocales. Et méfie-toi, hein. Je l'ai déjà fait. Colin ne le sait pas, mais c'est vrai. Il l'a déjà fait. Alors, même sous les pires tortures, elle n'aimait plus jamais le moindre son, le moindre cri, le moindre gémissement. Et elle ne pleure plus, non plus. Elle encaisse. Pauvre Colin. Ça fait 3 mois que Colin est prisonnière de son bourg. Et maintenant, elle sait comment il s'appelle. Il s'appelle Cameron. Sous l'escalier qui descend à la cave, il lui a construit un cachot plus grand que la boîte. Un gourbi en sous-pente d'1 mètre sur 2. Il appelle ça l'atelier, le diable. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est là qu'il a décidé de la faire travailler. Il lui a collé une lumière un peu palote. Au début, ça l'éblouit. Ça fait des mois qu'elle n'a pas vu la lumière du jour.
Bon, comme travail, tu vas commencer à casser des noix. Et il lui file un casse-noix et des noix à casser. Au moins, elle a quelque chose à faire. Ça fait 8 mois maintenant que Colleen est prisonnière du monstre. Il descend la voir à la cave. Tiens, lis ce papier. Qu'est-ce que c'est? C'est un contrat. C'est un contrat qui dit que t'es mon esclave toute ta vie. Faut que tu signes. Là, c'est un vrai contrat. Et c'est comme ça que Colleen apprend son nom en entier. Cameron Hooker. Je t'explique. Je suis membre d'une organisation clandestine qui s'appelle la Compagnie. C'est une organisation très puissante. Si tu désobéis, ils te puniront. Toi et tous les membres de ta famille. Le contrat dit aussi que désormais elle s'appelle Kay Powers. Allez, signe. De toute façon, t'as pas le choix. Si elle n'a pas le choix, alors elle signe. L'air de rien, ce contrat a changé sa vie. Maintenant qu'elle est officiellement esclave, elle a le droit d'accéder à l'étage. Bien entendu, ça n'est pas pour profiter du canapé. C'est pour faire les corvées, bien sûr. Laver, récurer, éplucher. Mais au regard de ce que Colleen a vécu ces derniers mois, c'est une chance. En revanche, dans la maison, il y a des règles. T'as pas le droit de me regarder dans les yeux. Et ma femme non plus. Et quand tu nous parles, tu dois nous appeler monsieur et madame. Moi encore mieux. Appelle-nous maître. N'empêche que Colleen sait maintenant comment s'appelle la dame. Elle s'appelle Janice. Ça fait 1 mois que Colleen a signé son contrat d'esclave. Et 10 mois qu'elle est prisonnière de Cameron et Janice. En 10 mois, ils ne l'ont pas touchée. Sexuellement, je veux dire. Ça ne va pas durer. Un matin, il vient la chercher dans la cave. Il la bâillonne. Il lui bande les yeux. Il la fait monter à l'étage jusqu'à sa chambre. Enfin, la chambre conjugale. Il l'attache aux 4 coins du lit. Janice s'allonge d'un côté. Et lui s'allonge de l'autre. Et il la viole. Lui et elle. Et après, retour à la cave. Et enfermement dans la boîte. Ça fait maintenant 11 mois que Colleen est prisonnière de Cameron et Janice Hooker. On va déménager. Il a trouvé un préfabriqué en périphérie de Red Bluff. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de sous-sol. Pas de cave où enfermer Colleen. Mais pas de souci. Il est bricoleur, Cameron. Il se met à fabriquer une grande caisse, une sorte de grand cercueil. Vas-y, couche-toi dedans pour voir. Elle se couche. En longueur, ça va. Et en largeur aussi. Mais en hauteur, elle ne pourra pas se retourner. Et là, il ferme la boîte et il la glisse sous le lit conjugal. C'est la nouvelle prison de Colleen, sous leur plumard. S'il fait chaud, il a tout prévu. Il a collé un ventilateur dans le cercueil. En revanche, pour faire pipi, il faudra qu'elle se tortille dans sa boîte, parce que dans sa grande générosité, il y a placé un bassin. Enfermée dans son cercueil, Colleen entend tout maintenant de ce qui se passe dans la maison. Et d'abord, elle réalise que Cameron Hooker torture aussi sa femme. Et puis un jour, elle entend Janice accoucher, juste au-dessus, dans le lit. « Hey Colleen, tu veux voir le bébé ?» Il ouvre le cercueil, elle voit le bébé, et il referme. Les mois passent, et les années. Colleen a de plus en plus de liberté. Maintenant, elle a le droit de s'occuper des enfants. Et surtout, elle a le droit d'aller dehors, dans la cour. Elle a même le droit de faire un petit jogging tous les matins dans le quartier. Elle pourrait s'enfuir, ce serait facile. Elle n'y pense pas une seconde. La compagnie, l'emprise.
Nous voilà en mars 1981. Ça fait 4 ans que Colin est aux mains de ces tortionnaires. Si tu veux, tu peux appeler ta famille. Mais je te préviens, la compagnie nous a placés sur écoute. Le moindre mot de travers et tu seras puni. Et je leur dis quoi, ma famille? Tu leur dis que tu leur rendras visite bientôt. Colin appelle son père, 4 ans plus tard. Mon Dieu, Colin, on croyait tous que t'étais morte. Où es-tu? Je vais venir te voir, Daddy, d'accord? Mais tu es où? Je vais venir te voir. Et le pire, c'est que Cameron Hooker tient son engagement. Il l'emmène chez son père, où il se présente lui comme son petit ami. Et il la laisse passer une nuit là-bas. Et puis il revient la chercher le lendemain. Et elle le suit. Et elle n'a rien dit à son père. L'emprise, la puissance de l'emprise. Et quand il rentre dans le préfabriqué, retourne dans le cercueil en bois. Il lui a donné une Bible, maintenant. Elle la lit tous les jours. Ça fait 7 ans et demi que tout a commencé. Cameron Hooker est souvent absent en ce moment. Alors une sorte de complicité s'est créée entre Colin et Janice. Dès que l'autre a tourné le dos, Janice la laisse sortir de la boîte. Et parfois même, elle l'emmène à l'église. Et puis finalement, lui aussi finit par lâcher la bride. Grande nouveauté, elle a le droit de travailler à l'extérieur. Et voilà comment Colin devient femme de chambre dans un motel de Red Bluff. Mais tous les soirs, elle rentre à la maison. Janice Hooker a des états d'âme. Et un jour, elle va trouver son pasteur. Voilà. Je voulais vous dire, en fait, on vit à 3 à la maison. Vous comprenez, on est 2 femmes pour un homme. Une sorte de ménage à 3. Vous voyez? Mais ce que vous me racontez est une abomination, Janice. Dieu ne peut pas accepter ça. Ça ne peut pas durer, Janice. Et ça la travaille, Janice, cette désapprobation divine. Alors un jour, elle balance tout à Colin. Tu sais, Colin, la compagnie, ça n'existe pas, la compagnie. Ça a jamais existé. C'est lui, c'est rien que lui qui te retient prisonnière. C'est pas la compagnie. Le choc, 7 ans après. Elle y croyait à la compagnie. Elle y croyait dur comme fer. Cette révélation, en tout cas, est un déclic. Le lendemain, Cameron est parti travailler. Elle l'appelle. Cameron? Voilà, Cameron. Je vais prendre un autobus et je pars. Et tu peux rien y faire. Comment ça, tu pars? Enfin, t'es folle. Tu sais ce qui va t'arriver si tu pars? La compagnie te retrouvera et tu le paieras. Il n'y a pas de compagnie, Cameron. Il n'y a pas de compagnie. Et moi, je m'en vais, Cameron. Je m'en vais. Après 2634 jours de captivité, Colin Stan monte dans un bus en direction de Riverside. Elle a appelé son père. Elle lui a dit qu'elle arrivait. Les retrouvailles avec son père et sa sœur, 7 ans après, sont bouleversantes. Il lui demande de raconter où elle était, avec qui. J'ai été enlevée, séquestrée, c'est tout. Mais par qui, ma chérie? J'ai été enlevée, juste enlevée, c'est tout. Mais enfin, il faut que tu portes plainte. Que tu les dénonces, que tu dénonces ce qu'ils t'ont fait. Non, je le ferai pas. Mais pourquoi? D'abord, on ne me croira pas. Et ensuite, je ne veux plus entendre parler de ça. Ils ont déjà pris beaucoup de temps de ma vie. Ça vous embouche à un coin, hein? Moi aussi. Mais c'est ça, l'emprise. Ça ne s'arrête jamais. Jamais.
Et d'ailleurs, Colin appelle Janice de temps en temps. Faut pas que t'ailles à la police, Colin. Hein, il faut pas. Tu sais, Cameron, il a beaucoup changé. Il faut que tu lui laisses une chance. Il n'y a pas de risque qu'elle aille voir la police. Ça ne lui a même pas traversé l'esprit. Un jour de novembre 1984, Colin reçoit un appel de Janice. Colin, je voulais te dire, j'ai quitté Cameron. Je suis parti avec les enfants. Et alors je suis allé à la police. Et je leur ai tout raconté, Colin. Et ils vont t'appeler. Et il va falloir que tu leur dises tout, hein. Je leur ai aussi parlé pour l'autre fille. L'autre fille? Eh oui, il y en a eu une autre, juste avant. Une gamine de 20 ans, elle aussi, Marie-Elisabeth Spanecki. Enlevée, elle aussi, alors qu'elle faisait du stop. Sauf qu'elle, il l'a tuée. Il l'a tuée parce qu'elle a crié. Alors il a voulu lui couper les cordes vocales et il l'a égorgée. Il l'a enterrée quelque part et Janice a tout raconté aux flics. Madame Hooker, si vous collaborez pleinement à l'enquête, nous demanderons qu'on vous accorde l'immunité. Nous avons d'ores et déjà l'accord du procureur là-dessus. Pas de problème. La jeune fille dont vous nous avez parlé, Colin Stan, est-ce que vous savez où elle est? Est-ce que vous savez comment la joindre? Bah oui, elle sait puisqu'elle se téléphone. Et elle leur donne ses coordonnées. Et donc les policiers vont voir Colin et Colin leur raconte tout. La boîte à tête, le fouet, les viols, le cercueil. Ça dure des heures et des heures. Et elle qui ne voulait pas porter plainte, déballe tout d'un bout à l'autre. Cameron Hooker est interpellé le 18 novembre 1984. Monsieur Hooker? Ouais. Vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, séquestration et torture sur la personne de Colin Stan. Tendez vos mains, je vous prie. Pour Marie-Elisabeth Spanecki, on verra plus tard, quand on aura retrouvé le corps, si on le retrouve. Face aux policiers, Hooker se montre tout de suite retors. J'ai décidé d'exercer mon droit au silence. Et puis je demande un avocat. Et l'avocat choisit de plaider non coupable. Qui nous dit que mademoiselle Stan n'est pas restée chez monsieur Hooker de son plein gré? Hein? C'est tout le défi de l'enquête qui commence. Les policiers ont perquisitionné le préfabriqué de Hooker. Ils ont tout trouvé. La boîte à tête, la planche de torture, le cercueil sous le lit et le contrat. Le contrat d'esclave. Si ça n'est pas une preuve, ça. Et puis il y a le témoignage de Janice. Elle balance tout, elle aussi. Et il ressort qu'elle était sous emprise, elle aussi. Elle a obtenu l'immunité, mais ça n'est pas pour rien. Le procès de Cameron Hooker dans l'affaire Colin Stan s'ouvre un an plus tard. Et si vous pensez une seconde que c'est gagné d'avance, eh bien vous vous trompez. Parce que les jurés, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent une jeune femme bouleversée et bouleversante, qui leur raconte ce qu'elle a vécu en inondant le tribunal de larmes, comme au cinéma. Sauf que Colin, quand elle est appelée à témoigner, n'est pas du tout comme on l'attend. C'est terrible. Elle n'a pas l'air affectée par ce qui lui est arrivé. Elle n'a pas l'attitude d'une victime. Elle a passé 7 ans à réprimer ses sentiments, 7 ans à ne rien laisser paraître. On va quand même pas lui reprocher de ne pas pleurnicher. Ah ben si. Et pour les avocats de Hooker, c'est du billard. J'ai ici en main, et je vous les présente, des lettres qui ont été écrites par mademoiselle Stan à monsieur Hooker pendant et après son soi-disant enlèvement. Vous constaterez à leur lecture
que ce sont des lettres d'amour. Et indubitablement, ce sont bien des lettres d'amour. L'emprise, nom de Dieu, l'emprise. J'ai ici la liste des appels téléphoniques que Mademoiselle Stan a passés aux hookers après son départ de chez eux. Alors vous allez me dire que sans doute elle appelait Janice Hooker ? Eh bien pas du tout. J'ai là la trace d'un appel d'une durée de 76 minutes qui a été passé un jour où Madame Hooker était en voyage chez ses parents. C'est donc bien Cameron Hooker qu'elle a appelé pendant plus d'une heure. Son soi-disant bourreau. Vous en connaissez, vous, des victimes qui appellent leur bourreau pendant plus d'une heure ? Eh bien, pas moi. Ravageur. Les jurés sont complètement perdus. Et plus encore quand ils découvrent que Colleen faisait du jogging et qu'elle travaillait dans un motel et qu'elle est même retournée chez son père et que jamais elle ne s'est enfuie. Heureusement, il y a un psychiatre qui vient témoigner pour expliquer au jury ce que c'est que l'emprise, ce qu'il y avait dans sa tête pendant ces 7 années et ce qu'il en reste aujourd'hui. Pour une victime, le ravisseur, vous savez, peut devenir une sorte d'âme sœur. Par exemple, quand il lui donnait à boire ou quand il lui a donné une Bible. Elle était dans un état d'enfermement mental et donc dans de la reconnaissance. Il s'agit d'un syndrome qui est extrêmement bien décrit et documenté et qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est une sorte d'amour inconditionnel et qui est totalement mental. Après 5 semaines et demie de procès, les jurés se retirent pendant 2 jours et demi. Monsieur Hooker, levez-vous, je vous prie. La Cour vous déclare coupable de 10 des 11 chefs d'accusation. Ouf! Comme toujours aux États-Unis, il faut attendre 3 semaines pour connaître la peine. Monsieur Hooker, la Cour vous condamne à une peine de 104 années de prison. Dans les années qui suivent, Colleen tente de reprendre pied. Elle se marie 4 fois. Et elle divorce 4 fois. Hooker lui a demandé une libération anticipée et elle s'est battue comme un chien pour qu'il ne l'obtienne pas. On n'a jamais retrouvé le corps de Marie-Elisabeth Spanecki. À ce jour, Hooker n'a pas été jugé dans ce dossier. Qui de mieux pour débriefer cette histoire qu'une psychiatre, le docteur Diane Samama, psychiatre à Paris et spécialiste du stress post-traumatique, est avec nous. Avant de rentrer dans les détails de cette histoire, tout en tenant le deal que nous avons fait tous les deux, c'est-à-dire que je ne vais pas vous demander des diagnostics alors que c'est un dossier que vous ne connaissez pas assez et que j'ai forcément réduit en 30 minutes, on ne peut pas tout raconter. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans cette histoire, qui est une spécialiste du stress post-traumatique? Alors, ce qui m'a particulièrement marqué dans cette histoire, c'est l'élan vital de Colleen Stan et la capacité qu'elle a eue immédiatement à comprendre comment elle allait pouvoir survivre à son bourreau. Mais ça tient à quoi, ça, selon vous? Alors, ça tient peut-être à... peut-être qu'elle avait déjà été confrontée à des situations de maltraitance et qu'elle savait peut-être comment réagir face à un bourreau, où après on est tous très différents face aux ressources qu'on développe et on peut les développer dans des situations différentes, à travers des lectures, à travers une personnalité particulièrement sensible qui va comprendre mieux que d'autres la personnalité qu'elle a en face d'elle. Et je pense que Colleen Stan a très très bien réussi à comprendre qui elle avait en face d'elle, et très rapidement. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas cette capacité à survivre. D'ailleurs, on notera que la jeune femme, alors on ne connaît pas les détails puisque l'enquête n'a pas abouti, que son corps n'a pas été retrouvé, mais la jeune femme précédente est morte. Exactement, oui, tout à fait. La jeune femme qui a été la victime précédente de cet individu est morte,
car à mon avis, elle n'a pas su, elle a réagi en fait trop bruyamment et c'est ce qui a entraîné sa mort, alors que Colline, on voit, vous le racontez très bien dans le récit, qu'elle s'est tout de suite soumise. Elle s'est tout de suite soumise et elle a réussi à se soumettre en faisant appel à des mécanismes de défense qu'on a tous quand on est soumis à un traumatisme. Elle a réussi à se dissocier. Et la dissociation, c'est un mécanisme de défense très important. Vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, se dissocier? Il y a un côté se couper en deux. Exactement, voilà, c'est ça. C'est en fait le psychisme qui va se couper en deux. On y est tous confrontés de temps en temps. C'est un petit peu comme si on fait un saut de temps, c'est-à-dire on se coupe un peu de la réalité extérieure. On n'a plus les perceptions habituelles de l'extérieur et voilà, c'est ce qui permet en fait de se sauver. De se sauver, tout à fait. On n'intègre plus, en fait, les perceptions de l'environnement. Donc, en fait, Colline Stan, elle n'intégrait plus ce qui se passait dans son environnement. Elle n'intégrait plus sûrement ce qui se passait pour son corps. Et ça, c'est ce qu'on appelle des symptômes qui font partie de la dissociation, des symptômes de dépersonnalisation. Parce que on a du mal à imaginer comment, autrement, elle a pu survivre et elle a pu supporter d'être enfermée dans une boîte. C'est terrible pour le corps d'être soumis à une telle violence, à une telle maltraitance. Ça veut dire qu'on perd dans ce cadre-là sa sensibilité, qui est un peu la nature humaine. Exactement, c'est ça. On perd sa sensibilité, on est détaché. Et vous le dites aussi très bien à la fin du récit, que Colline Stan, quand elle arrive devant le jury, en fait, elle est sans doute... Voilà, elle est sans doute encore dissociée, c'est-à-dire qu'elle est détachée, elle ne s'est pas encore complètement reconnectée à elle-même et à ce qui s'est passé, et c'est ce qui lui permet, même après, dans le post-trauma, dans le post-traumatique, c'est ce qui lui permet de continuer à vivre, à se reconstruire. Moi, c'est une chose qui m'a beaucoup touché au-delà du récit de ce qu'elle a subi, mais c'est ce moment dans le procès où, au fond, elle n'est pas comme on attend qu'une victime soit. On a une idée préconçue de la manière dont doit se comporter une victime. Oui, tout à fait. Ça arrive, c'est dommage. Ça. C'est dommage d'ailleurs. Bon, après, les choses ont un peu évolué depuis le temps de ce procès. Et fort heureusement, on connaît un peu plus le profil des victimes. Et effectivement, la dissociation, c'est un état qui signe vraiment la gravité du traumatisme qu'on vit. D'ailleurs, aujourd'hui, quand les personnes sont soumises à des traumatismes, par exemple les attentats, ce qu'on fait tout de suite après l'événement traumatique, c'est qu'on va essayer de repérer les personnes qui sont dissociées, c'est-à-dire qui ne réagissent pas normalement. Ouais. Et ça signe vraiment, c'est un indicateur de ce qui va nous indiquer que les personnes vont développer un état de stress post-traumatique. Donc, si vous voulez, les personnes dissociées, ce sont les personnes les plus traumatisées. Et ça, c'est très important de le souligner parce qu'effectivement, ce sont des personnes qui apparaissent détachées, qui ne sont pas du tout dans un débordement émotionnel, qui sont encore coupées de leurs émotions. Et c'est leur salut, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a tendance à dire « Ah ben, il s'en sort pas trop mal, il va pouvoir rebondir », alors qu'en fait, ces personnes-là sont plus traumatisées que ceux qui s'épanchent, quoi. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que la dissociation, on en a tous besoin à des moments. C'est important, à des moments, on se dissocie un peu. C'est utile quand c'est dosé. Mais pour les personnes traumatisées, ça envahit toute leur personnalité, ça envahit tout leur fonctionnement psychique. Ouais. Et ce sont des personnes qui sont en grande souffrance. Alors, il y a cette question qui, évidemment, est au cœur de l'histoire, qui est au cœur du procès, c'est pourquoi elle s'enfuit pas. Bon, au début, on comprend, elle est dans la boîte. Mais dès qu'elle va faire son jogging, à partir du moment où elle travaille dans ce motel, lorsqu'elle rend visite à son père, elle ne s'enfuit pas, alors que c'est simple. Oui, tout à fait. Alors ça, elle est victime de sa dissociation à ce moment-là. Alors, oui, il y a la dissociation, effectivement. Mais il y a aussi le mécanisme d'emprise, parce que finalement, au moment où Janice lui dit « la compagnie n'existe pas », là, elle s'enfuit. Ouais. Donc, au moment où elle se dit, en fait, il n'y a pas d'emprise, il n'y a pas une emprise si importante qui existe, tout ça c'est faux, je peux m'enfuir. Donc, c'est-à-dire que oui, même si la dissociation est là, elle peut avoir des moments de lucidité où elle arrive à raisonner quand même. C'est-à-dire que l'emprise, elle fonctionne par la compagnie. C'est intéressant parce que il le lui dit à plusieurs reprises, j'ai pas pu le raconter, mais il le lui dit à plusieurs reprises, la compagnie, si tu fais défaut, la compagnie se vengera. Et ça fonctionne parfaitement bien pendant 7 ans. Ouais.
Tout à fait. Mais ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans des situations d'agression répétée. C'est vraiment la menace pour la personne et aussi pour son entourage. C'est ce qui fait que les victimes se taisent. Et ça, sont des mécanismes qu'on retrouve souvent dans des agressions. Ça peut aller jusqu'à écrire une lettre d'amour? Parce que ça, c'est troublant. Est-ce qu'il peut y avoir de l'amour entre quelqu'un qui a été traumatisé et torturé à ce point-là et son tortionnaire? Alors, c'est très compliqué comme question. Effectivement, il y a cette soumission. De là à dire que c'est de l'amour, c'est-à-dire que c'est de l'amour comme on peut l'entendre dans une certaine réciprocité, une certaine liberté d'aimer l'autre ou de ne plus l'aimer, moi ça me semble pas, je dirais pas que c'est de l'amour, je dirais que c'est de la soumission. Alors lui, 2 mots sur lui, il se dit au procès, ça je l'ai pas retenu, que c'est un psychopathe. Oui. Ça vous paraît collé? Alors, c'est un psychopathe, alors je dirais même que c'est un pervers. Oui. Parce que, si vous voulez, un psychopathe, il n'a pas forcément de créer une relation avec l'autre pour arriver à son plaisir. Oui. Le psychopathe n'a pas forcément besoin de ça, alors que là, on voit bien qu'il a besoin de la relation, qu'il a besoin de la relation avec l'autre, c'est aussi ce qui le... il a besoin de soumettre l'autre, de torturer l'autre, mais il a besoin vraiment de la relation avec l'autre. Donc, je dirais même que ce sont des personnalités qui sont pas très éloignées l'une de l'autre, mais il y a une dimension vraiment perverse dans sa personnalité. Merci infiniment d'avoir accepté ce dialogue, docteur Diane Samama, psychiatre à Paris, spécialiste du stress post-traumatique. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.